Movies, le podcast ciné pour celles et ceux qui aiment voir les films en salle, avec les critiques forcément subjectives de quelques sorties triées sur le volet, accompagnées de ponctuations musicales en lien avec le 7e art. Le tout préparé, présenté et mis en forme par l'éminent Patrick Servel en face de moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et de l'autre côté de l'autre micro, c'est l'inanérable Hervé Brie qui vous concocte le choix des morceaux musicaux. Alors, au menu du jour, Patrick, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Un beau j'arrive à le dire, un beau menu. Si je vous parle d'un ginkgo, un arbre qui a des états d'âme, le film c'est Silent Friend. Lorsque l'on regarde un petit peu trop chez les voisins, lorsqu'on a une fenêtre sur les voisins, le film c'est Le crime du 3e étage. Alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le yaourt, mais sans jamais oser le demander, ça donne un film. C'est pas la guerre des polices, c'est la guerre des prix. Et puis, le court-métrage de 3h15, Les rayons et les ombres, une sombre histoire et une sombre période. Et toi, de ton côté, Hervé, de quoi vas-tu nous parler ? Oui, moi, tes présentations, elles sont très cryptées, j'ai rien compris. Moi, j'explique. Par exemple, je vais parler d'une comédie dramatique où deux personnages aux antipodes, mais tous les deux dans la dèche, vont s'épauler. C'est Ceux qui comptent, avec Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin. Derrière les palmiers, une tragédie sentimentale contemporaine dans Tanger de tous les dangers. Oh, c'est beau ça. L'île de la Demoiselle ensuite, un drame historique où une jeune noble se voit larguée sur une île déserte avec son amant et sa servante. Et pour terminer, un récit d'émancipation dans le monde pailleté des idoles féminines de la J-pop, la pop japonaise, à voir dans Love on Trial, soit l'amour en procès. Et si on fait un mix des titres des films d'aujourd'hui, j'ai peur, que j'ai tous francisés, ça nous donne le pitch d'un polar judiciaire et mafieux mêlant amour et meurtre sous les tropiques. Derrière les palmiers de l'île de la Demoiselle, entre les rayons et les ombres, ceux qui comptent mettre l'amour en procès arment l'ami silencieux pour perpétrer un crime au 3e étage afin de déclencher la guerre des prix. Ça fait envie, Oui, mais il met du temps pour trouver tout ça. Plus courte rubrique sur les festivals ciné de début avril, et le choix de chansons accompagné à l'émission sera toujours éclectique, comme d'habitude. Ah là là, heureusement qu'il nous reste plus beaucoup d'épisodes avant la fin de l'année. Parce que... On commence par quoi, Patrick ? Je crois que c'est toi. Oui, je vais vous parler d'un crime. Alors, il y a des films qui donnent pas forcément envie d'être vus. Et quand on a vu que le film annonce, c'est le cas pour ce film, le crime du 3e étage. Mais vous savez, Movies, nous sommes des professionnels, et comme en plus le film passait juste à côté de chez moi, je me suis dit, allez, vas-y mon gars. On y va même si on n'a pas envie, c'est ça que il y a des fois, on se pousse un petit peu. Ouais. Alors, le film commence tout doucement, mais rapidement, on comprend que le réalisateur a envie de jouer un petit peu avec nous. C'est jouons avec Alfred Hitchcock. Oui, là, on y rencontre Colette, qui est une prof de cinéma. C'est le genre de personne qui a dû voir Fenêtre sur cour plus souvent que nous. On a vu le Père Noël est une ordure à la télévision en période de fête de Noël. Normal, c'est sa passion. Elle est prof de cinéma. Mais quand on regarde par la fenêtre de son propre immeuble, elle semble plonger directement dans... On a l'impression qu'on rentre dans le film du maître, vous vous souvenez de Fenêtre sur cour. Comme dans le film,
Elle croit voir un meurtre. Son voisin aurait tué sa femme. On est bien en conditionnel, hein. Elle l'aurait vu. Alors là, le mari, parce qu'il y a un mari, mais lui, il a pas de jambes dans le plâtre, et c'est pas lui qui mène l'enquête comme dans le film de Sir Alfred. Lui, il est écrivain. Et un peu comme dans le film de Philippe de Broca, Le Magnifique, les premières scènes sont un peu désarmantes parce que on le voit donc période 19e siècle, une sorte d'enquêteur à la Agatha Christie, ou plutôt la Sherlock Holmes, enfin tout à fait un héros de roman de gare. Alors lui, au début, il est plutôt sceptique, mais il va se laisser embarquer par sa femme. Et les voilà, tous deux, prêts à traquer tous les indices, comme on cherche peut-être des fois des miettes sur un canapé. Alors, on peut rire parfois de leur maladresse, ils ont des certitudes, certes, un peu bricolées, et puis, ils se réinventent un peu comme un duo d'enquêteurs. Alors, Besançon filme tout ça je pense avec tendresse, hein. Bon, il se moque jamais d'eux, il les accompagne, on sent qu'il aime ses personnages, même quand ces personnages se perdent vraiment dans des hypothèses plus que fragiles. Alors, le trio d'acteurs, j'en ai pas parlé, mais je vais vous le dire tout de suite. Le mari dépassé, c'est Gilles Lelouch, qui a un certain panache. Non. Ouais, bon, ça va. Oui, on a Laetitia Casta en prof passionnée, légèrement borderline, un peu dans une imitation de Diane Keaton, enfin bon, un petit peu, hein. Et puis on a le Guillaume Gallienne qui fait son numéro. Oui. Bon. Si, il est quand même pas mal. Alors, ce qui est sûr, là, je pense que tu seras d'accord avec moi, peut-être pour une fois, c'est que le réalisateur a une grande admiration du maître et il s'amuse à semer plein de petites allusions, hein. Moi, ce que je trouve qui était quand même assez sympa, c'est d'avoir réimaginé une interview comme avait pu faire Truffaut, mais là on se retrouve une Laetitia Casta en noir et blanc qui mène l'entretien. Ça c'est assez sympa. Bon, alors le crime, est-ce qu'il y en a eu un ? Ça vous le verrez si vous allez voir le film. Bon, moi je trouve qu'on sort avec un sourire tendre. Voilà, c'est pas. Comment dire, c'est pas le film du mois, hein, ça peut être le film de la semaine, le film pour un dimanche soir, mais je trouve ça, j'ai vraiment pas trouvé ça désagréable, et puis ce qui est amusant, c'est, je le répète, l'utilisation de retrouver Gilles Lelouch comme dans Le Magnifique où on avait Belmondo. Ça c'est assez sympa, mais je sens que tu vas dire des choses complètement différentes de moi. Disons que moi j'ai pas tellement marché à cette histoire peu crédible. Laetitia Casta en universitaire spécialiste d'Hitchcock, tu y as cru toi ? Moi non. Et encore, son jeu à elle est pas mal, avec une certaine grâce, j'ai trouvé, hein. Mais Gilles Lelouch, qui passe son temps à faire la gueule tout le long du film, monolithique, c'est pénible, et Guillaume Gallienne surjouant son personnage de théâtreux aussi. Alors, sa tirade où il reprend les mots d'Hitchcock, hein, disant qu'un film est réussi quand le méchant est réussi, franchement ça tombe à plat, parce qu'il nous incarne un méchant de pacotille, hein, même avec ses yeux charbonneux pour tenter de le rendre machiavélique, hein. Alors cet hommage appuyé au cinéma du maître du suspense m'a paru poussif et finalement non avenu. Alors ce qui est le plus réussi à mon avis, à part la scène que tu disais de fausse interview, c'est le générique du début, largement inspiré de ceux élégants et inventifs du graphiste Saul Bass, oui, dans de nombreux films, en particulier d'Hitchcock. Bref. Et aussi dans West Side Story. Oui, il en a fait plein, hein. J'ai trouvé ce crime presque pas fait. Ni à faire d'ailleurs, hein. Alors, le précédent long métrage du réalisateur Rémy Besançon, Un coup de maître en 2023, c'était une satire du monde de l'art, avec Vincent Macaigne se faisant passer pour artiste mort pour booster la cote de ses toiles. C'était plus réussi. Alors, sans parler de son beau mélo familial de 2008, hein, Le plus beau jour du reste de ma vie. Tu te souviens, avec Zabou Bretman et Jacques Gamblin, qui avait une autre tenue quand même, je trouve. Bon, Gilles Lelouch, j'ai pas envie trop de le défendre, mais il sourit quand même plus qu'un Vincent Lindon quand même. Ouais.
Alors la direction Japon avec ce Love on Trial. Ouais. Soit l'amour en procès. Alors tout le monde, même les plus anciens d'entre nous, commence à savoir ce que c'est que la K-pop. Ces boys band et girls band coréens adeptes de chorégraphie légère, sur des mélodies catchy aux paroles sirupeuses et adulés dans les cours d'école du monde entier, du moins occidentale. Une petite fille de 5 ans que je connais m'en a parlé très récemment et elle adore. Phénomène culturel, musical, planétaire donc. On a aussi l'équivalent côté Japon avec la J-pop, c'est-à-dire en gros la même chose. Mais je suis pas spécialiste pour connaître la nuance. Moi j'en suis resté au boys band français des années 90, partir un jour. Ouais. Bon, alors le film Love and Trial va nous faire évoluer au début dans ce milieu de l'industrie du divertissement musical léger japonais dont on va voir les coulisses. Bien moins lisse et reluisante que sa façade rose bonbon et pour tout dire assez triste. On suit 5 jeunes filles d'un de ces girls band ayant pour nom Happy Fanfare, raccourci en Happy Fan. Ce sont des étoiles montantes, superstars en devenir, si elles suivent bien les consignes données par un manager à la poigne de fer, avec une coach garde-chiourme peu amène, veillant à leur exécution. Répétitions, concerts, rencontres minutées avec les fans pour autographes, exposition sur leurs réseaux sociaux chacune et retour le soir au bercail dans leur appartement commun. Plutôt glaçant, ce processus de fabrication et de gestion de ces idoles interchangeables qui font rêver tous les petits japonais. Enfin, je dis petits, mais leur public montré ici est plus jeune adulte, voire adulte mature. Ça, c'est étonnant. Avec des attitudes aussi, j'ai trouvé, Patrick, des attitudes mécaniques stéréotypées qui font quand même un peu peur, les fans. Les contrats signés avec ces jeunes artistes à la recherche d'une gloire éphémère stipulent tout un tas de choses interdites, notamment d'être en couple ou d'afficher le moindre boyfriend, car il faut apparaître le plus disponible possible pour le public de fan-followers, en lui offrant une image idéale de virginité sur laquelle ils peuvent fantasmer ou certains s'identifier. Alors, malgré leur mise en concurrence, on voit quand même une belle solidarité et une amitié entre ces jeunes filles. Alors, dans ce contexte, des événements vont pousser l'une d'entre elles, qui s'appelle Mae, à prendre de plus en plus de distance vis-à-vis de cet esclavagisme doré, entre autres par ses retrouvailles avec un gentil saltimbanque de rue à l'ambition artistique bien plus sincère et modeste, sur qui elle va flasher. Alors, attitude de remise en question personnelle qui l'amènera jusqu'au tribunal pour rupture de clause de contrat. La chronique faussement légère et colorée du début va laisser place à quelque chose de plus introspectif et procédural. Alors, intéressant tout ça, parce que découverte d'un monde mystérieux pour le spectateur que je suis, l'intérêt n'est pas tant artistique. Moi, j'ai eu un peu mal aux yeux et aux oreilles avec les prestations scéniques, mais bien sûr un intérêt sociologique, on va dire. Avec j'ai trouvé un filmage volontiers en opposition avec ces musiques et chorégraphies artificiellement optimistes par des mouvements de caméra sobres, élégants, en particulier sur les beaux visages souvent graves de ces jeunes filles. En général, les films japonais me fascinent parce que j'ai du mal à comprendre les codes sociétaux qui règnent là-bas, qui m'intriguent. J'ai trouvé beaucoup de grâce à celui-ci, une impression paradoxalement de tendresse et de douceur donnée par la caméra vis-à-vis de ces jeunes artistes qui ne sont pas jugés ou moqués. Alors, vu le sujet, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à une satire grinçante de ce monde de pacotille. C'est pas trop le cas. Il y a par exemple pas d'insistance ironique facile sur le côté mièvre et factice des productions artistiques de ces idoles esclaves. Le réalisateur japonais de cette romance contrariée, récit d'émancipation sur fond de sujet sociétal, s'appelle Koji Fukada. Il nous a gâtés auparavant avec un thriller psychologique qui s'appelait Harmonium, prix du jury Un certain regard à Cannes 2016, et plus récemment avec un diptyque que tu as vu, je crois me souvenir, Patrick, c'était « Suis-moi, je te fuis » et « Fuis-moi, je te suis ». Alors il incarne une nouvelle génération de cinéastes nippons talentueux, comme le montre ce Love on Trial, déroutant mais réussi. Tu l'as bien aimé, toi ?
Oui, j'ai vu également, le même jour que toi, à une séance près, 2 heures après toi, j'ai vu ce film qui m'a fait découvrir ce monde ce monde des idols, hein, comme ils disent là-bas, et j'ai trouvé ça assez glaçant justement de voir toutes ces jeunes filles, très jeunes filles, hein, qui ont Elles sont pas adultes, hein. ah non, elles sont pas adultes, hein, elles ont, je dirais, entre 15 et 18 ans, et qui sont vraiment des poupées qui sont là pour correspondre apparemment à certains fantasmes de tous ces hommes qui sont normalement des adultes, et ça m'a semblé tellement malsain. C'est vrai, comme tu le dis, hein, il y a vraiment une scène où on voit où la caméra se tourne et nous montre le public, et on voit que dans ce public, j'ai regardé, bon, c'est assez fugitif, mais il y a aucune ou presque pas de filles ou de femmes, ce sont que des hommes. Et on voit bien dans le film, sans rien dévoiler, qu'à un moment donné, un des fans va vraiment péter un plomb parce que une de ces idols ne va plus correspondre à ce à quoi il s'attend. Donc, j'ai d'abord vu dans ce film un côté documentaire qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a fait donc découvrir ce monde. Je n'avais pas fait le rapprochement entre les films que tu avais cités et que j'avais bien aimés. Là, bon, j'ai été d'un point de vue vraiment de film. Côté, j'étais moins intéressé par ce film. Je l'ai regardé. Bon, il y avait rien. Pour moi, il y avait rien d'extraordinaire. Mais comme tu le dis, il y a des beaux plans. Moi, sur ces visages tristes. Oui. Ce que j'ai trouvé, et je suis d'accord avec toi, c'est que il a une certaine tendresse pour toutes ces jeunes actrices. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est le garçon qui va au cours du film va avoir des réactions qui vont évoluer. Alors la question se pose à la fin, et là, je la trouve intéressante comme question. Lequel des deux, je ne veux pas dire à raison ou tort, mais il y a 2 possibilités. C'est soit on oublie tout ça et on passe à autre chose, ou on va jusqu'au bout de son combat, quitte à un moment donné à perdre beaucoup de choses, mais au moins à être capable de pouvoir se regarder dans la glace tous les matins. Donc cette réflexion à la fin est assez intéressante, et moi comme Hervé, j'ai bien aimé ce film.
manouche, intitulé Gypsy Fire, par le guitariste de jazz qui a pour nom de scène Roman, alors un digne héritier de Django Reinhardt, dont il perpétue le style. C'était le générique du récent Festival des rencontres d'Avignon. Ce morceau était passé au début de chaque film montré là-bas, et tous les spectateurs tapant joyeusement dans leurs mains à son écoute. Il y a un autre festival où le public fait systématiquement ça, c'est celui de Saint-Sébastien. Alors, il y a des films qui annoncent la couleur dès le départ, un peu comme les promos en tête de gondole, avec des grosses étiquettes fluorescentes et des slogans qui promettent monts et merveilles. Et c'est cela, des promesses dans la guerre des prix, puisque c'est de lui dont il s'agit. Ce film nous promet de disséquer le fonctionnement de la chaîne de distribution. Non, Hervé, je parle pas de moteur de voiture, mais je parle bien du cheminement d'un produit de la production initiale. Ici, le lait, ou plutôt le yaourt, jusqu'au consommateur final. Donc un film qui veut nous raconter la vie, mais c'est sans oublier que le film devra faire des entrées, et que ce n'est pas un reportage de type complément d'enquête, mais qu'il devra, nous, spectateurs, nous tenir en haleine. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, la question posée par Anthony Deschaux, le réalisateur du film, et que je reprends quasiment le pitch que l'on peut lire un petit peu partout. Est-ce que Audrey, donc une fille d'agriculteur et chef de rayon dans un hypermarché en province, propulsée à la centrale d'achat de son enseigne afin d'y défendre la filière bio et locale. Elle devra faire équipe avec un négociateur aux méthodes redoutables, et est-ce qu'elle arrivera à faire exister ses convictions au sein d'un système impitoyable ? J'insiste bien sur le terme impitoyable. Souvenez-vous, en tout cas pour les plus de 60 ans, Dallas, son univers impitoyable. Nombre de reportages nous ont décrit l'univers de la distribution, que tout le monde s'entend à qualifier de très dur. Mais là, la mule, elle est chargée. Le négociateur redoutable, c'est Olivier Gourmet, qui n'en fait pas des kilos, mais qui en fait des tonnes. Et il nous fait la version vraiment abjecte. Thénardier, à côté, c'est Mère Teresa. Abjecte, mais on a forcément la scène où on va où il va être humain quelque part. Tiens, même les salauds, ils aiment leur maman. Voilà. Et Audrey, c'est Anna Girardot. Alors, rien à redire, elle fait le job. Ah ouais, elle fait le job, combattante, celle qui arrive à amadouer le tyran, mais qui, elle aussi, sait être ferme. Dans le rôle de la directrice de la chaîne de magasins Derval. Alors Derval, c'est marrant parce que ça a sauté à mes oreilles, puisque c'est le nom d'une petite commune de Loire-Atlantique à côté de Châteaubriand. Je referme la parenthèse. Donc là, c'est Aurélia Petit, alors très executive woman, qui sait reconnaître les compétences de ses collaborateurs et surtout de ses collaboratrices, et sait leur donner leur chance, mais qui reste derrière ces tailleurs de créateurs, la guerrière, prête à flairer la bonne affaire. Dès les premières scènes, on comprend que le réalisateur a choisi sa bataille. Il y aura d'un côté les gentils, et puis de l'autre les méchants, les opprimés contre les profiteurs. Alors, attention, il n'y a pas de nuance. Voilà, c'est vraiment... Mais est-ce que c'est la vraie vie ? Dans la vraie vie, c'est aussi simple, je veux dire comme un simple code barre. Non, la vraie vie, c'est un peu différent. Là, à force de vouloir tout simplifier, on se retrouve dans un récit qui tourne en rond. J'aurais aimé un peu plus de complexité, un peu plus d'humanité, moins de noir et blanc, avec un petit peu de soupçon de gris, un peu plus d'ambiguïté dans les personnages, quelque chose qui gratte, mais là, rien ne dépasse. Et puis arrive le retournement final, celui qui prétend tout renverser, et celui qui nous dit quelque part: vous y avez cru ? Vous êtes naïf, quoi. C'est là qu'on trouve le côté scénariste derrière le film, qui se dit à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un petit twist. Là, c'est plutôt pour moi un coup de grâce. Donc c'est la grande déception pour moi que cette guerre des prix qui avait pourtant, selon moi, du potentiel. Il y avait un terrain social fertile, des personnages qui auraient un peu plus que ces silhouettes symboliques. Voilà, il faut, je pense, plus s'intéresser à la complexité réelle des gens, de leur travail, de leur quotidien. Mais là, c'est la voie rapide, message clair, émotion prévisible, conclusion martelée. Pour moi, je suis ressorti de la salle un peu frustré. Peut-être que la guerre des prix ne manque pas de bonne volonté, mais la bonne volonté ne remplace pas la finesse. En somme, un film qui voulait dénoncer, émouvoir, pour toucher le plus grand nombre, mais qui, je trouve, se simplifie lui-même. Je trouve que c'est un petit peu dommage.
Bon, moi je trouve quand même qu'on s'immisce avec intérêt dans les coulisses d'une centrale d'achat de la grande distribution, hein, avec cette héroïne transfuge de classe mal à l'aise dans ce milieu opaque qui ne raisonne qu'en prix et parts de marché. Alors, je ne sais pas si l'opération qu'elle essaie de monter est très crédible, hein, parce qu'elle est des deux côtés finalement, hein, soutenant en même temps l'exploitation de sa famille et les intérêts financiers de son entreprise. Moi, ça m'a paru un peu au chausse-pied comme scénario. Hein. Bon, en tout cas, j'ai quand même trouvé que le récit est mené comme un thriller, un film noir, avec beaucoup de scènes nocturnes et une utilisation très judicieuse des décors très froids et sans âme de ces bureaux impersonnels, et le tout donnant une belle tension dramatique quand même. Oui, mais c'est ce que je lui reproche. C'est ce que je lui reproche, c'est d'avoir vraiment voulu absolument scénariser tout faire un thriller, ouais. Voilà, c'est... Et surtout, c'est que on nous alpague en nous disant... Grosso modo, vous allez voir ce que c'est que la distribution. Je vais vous montrer ce qui s'y passe. Mais ça, on l'a déjà vu dans de nombreux reportages. Le coup de la centrale d'achat, moi j'ai découvert des choses. Ah, moi on a déjà vu. On vient pas du même monde, c'est pour ça, Patrick. bon, en tout cas, à travers cette histoire de yaourt de qualité, mais au plus bas prix, on nous montre la lutte économique, c'est vrai, entre conglomérats agro-industriels et petits producteurs locaux. En ce qui concerne le marché du bio ici, et on se doute du vainqueur, c'est vrai. Voilà ce que l'on pouvait dire, Hervé et moi, sur cette guerre des prix. L'île de la demoiselle. Je n'ai pas vu, mais je sens rien qu'au titre que ça doit être un film historique. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Oui, après l'horrifique et jubilatoire Send Help de Sam Raimi il y a quelques semaines, voilà un autre récit de survie de naufragés. Alors c'est pas à notre époque cette fois, hein. On se situe au milieu du XVIe siècle et c'est moins gore que Send Help, mais tout aussi intéressant. C'est une Robinsonade féminine inspirée d'une histoire vraie, mais le scénario a brodé. Le scénariste a brodé parce qu'on ne sait pas tous les détails de cette histoire. Et ma foi, la broderie est finement ouvragée et tient bien le coup. 1542, Marguerite de la Roque est promise à son oncle, vice-roi du Canada. Oui, on mariait ses oncles à l'époque. Hein. Commandant d'une expédition maritime vers le Nouveau-Mexique. Non, qu'est-ce que je raconte ? Vers le Canada, vers le Nouveau Monde. Alors qu'elle s'apprête à embarquer, elle fait connaissance d'un officier membre de l'équipage qui va abuser d'elle, un viol, quoi. Lorsque sa grossesse est découverte en pleine traversée, elle est répudiée et abandonnée sur une île déserte au large de Terre-Neuve avec son agresseur et sa servante. Ils vont devoir lutter contre les éléments pour leur survie dans ce milieu hostile au climat rigoureux. C'est pas l'île de la tentation ni Koh-Lanta. Hein. Alors, huis clos riche en rebondissements où on verra l'évolution des relations entre les trois protagonistes enfermés dehors, hein, tandis que le désespoir et la folie les menacent. On souffre pas mal pour eux durant une année. Le scénario est en fait construit en flashback, car cette femme qui a survécu raconte son histoire à la reine, intriguée par son récit, et comme on se demande comment elle a pu s'en sortir, c'est louche, hein, elle est en fait accusée de sorcellerie et doit être jugée avec les souverains qui auront le dernier mot sur une éventuelle sentence. Alors on pourrait reprocher un certain académisme, hein. C'est souvent le cas des films historiques en costume, comme on dit. Hein. Mais bon, un peu d'académisme ne fait pas de mal de temps en temps, moi je trouve. Hein. Ça nous donne quelque chose de classique, c'est vrai, plutôt carré, mais passionnant à suivre, avec un discours sous-jacent plus contemporain hein, sur la place de la femme et de l'empowerment féminin. Je sais pas trop comment on pourrait traduire cet empowerment, la prise d'autonomie, hein, c'est un peu lourd. Enfin, c'est la notion de femme puissante, quoi. L'actrice belge, Salomé Devers, incarne avec force cette abandonnée sur le rivage. Hein. On l'a vu récemment dans Nino et plus avant dans Les Illusions perdues de Xavier Giannoli en prostituée. On y trouve également en reine Marguerite de Valois Alexandra Lamy. Alexandra Lamy qui tourne beaucoup ces derniers temps. Hein. Trop, disent les mauvaises langues comme Patrick. Hein.
Compostelle. Je n'ai jamais dit ça. T'es sûr? Compostelle en ce moment, qui paraît bien téléphoné. Avec la bande-annonce, on a tout compris et ça suffira bien. Et bientôt, on pourra la voir dans un gros navet du printemps. Ça s'appelle Pour le plaisir, aux côtés du crispant François Cluzet. Bon, je devrais pas dire ça, Patrick. On est censé inciter les auditeurs à aller en salle, non? Mais pas avoir n'importe quoi non plus, hein, d'après nos critères subjectifs, bien sûr. Hein. Alors, L'île de la Demoiselle est le 4e long-métrage du réalisateur et scénariste belge Misha Wald, dont je ne connais pas le travail précédent. Hein. Alors, il nous propose là une histoire forte quand même, hein, en sachant très bien tirer parti de la beauté sauvage des décors naturels et de la lumière froide qui y règne. Ça n'a pas été tourné au Canada, j'ai vu, mais pour une grande part en Bretagne, à Ouessant. L'île de la Demoiselle, en attendant bientôt un autre récit de survie dans une île au climat encore plus rigoureux, avec le film à venir qui s'appelle Sukvan Island, où un père aventurier joué par Swan Arlo en bave beaucoup avec son fils. Toi qui connais un peu mes goûts cinématographiques, est-ce que l'île de la Demoiselle peut m'intéresser? Ben, je sais que les films un peu classiques, un peu attendus, tu aimes pas trop. Là, c'est carré, c'est bien, mais on a appris des choses. Alors, tiré d'une histoire vraie, tu sais, c'est le fameux argument. Jours sans voir
musique typique d'un film de Haneke ou quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Hein. Alors fameux tube d'Axel Bauer, ça date de 83, entendu sur le générique de début de Police Flash 80, à l'affiche en ce moment, et dont il vaut mieux ne pas parler. Oui, j'ai l'impression que tu n'as pas trop envie de nous en parler. Pochade policière poussive avec François Damiens en roue libre. J'étais très déçu. Bon, alors pour bien marquer la temporalité du film, on y écoute aussi Sardou, Goldman et Ophélie Winter. Donc là, j'ai passé le mieux. Hein. La nostalgie années 80 bat en plein dans les bandes originales de films en ce moment, pour le meilleur comme pour le pire. Hein. Après Marty Suprême et donc Police Flash 80, même topo dans le prochain Toledano Nakash, Juste une illusion, dont on causera peut-être la prochaine fois. Hein. Alors à noter, Axel Bauer est apparu dans de rares seconds rôles au cinéma, en particulier chez Fassbinder. Il est par exemple du casting dans un second rôle de son Querelle en 82, tout à fait raccord avec ce cargo de nuit et son clip, je me souviens bien, assez homo-érotique. Plus qu'un petit peu, oui. Et pendant qu'on écoutait le morceau, Patrick me disait que dans une autre vie, quand il était animateur de radio dans les années, on va pas dire lesquelles, il avait reçu Axel Bauer. Oui, c'était tout à fait. Ses débuts, c'était les miens aussi, mais moi ça s'est beaucoup plus vite terminé. Alors maintenant, on parle de quoi, dis-moi. Il y a des films qui nous plongent dans une atmosphère, et puis il y en a d'autres qui nous y noient. C'est ça, c'est le film de Xavier Giannoli. Oui, et parfois, au bout d'une demi-heure, on regarde pour savoir où est la sortie de secours. À ce point. Tu vas pas nous le vendre, je sens. Non, là, il faudra attendre plus de 3 heures, de longues 3 heures pour enfin en sortir de ces rayons et les ombres réalisés par Xavier Giannoli, qui retrace l'histoire vraie, là aussi, malheureusement vraie, de Jean et Corinne Lucher, un père et sa fille, pris dans ce qu'on a appelé l'engrenage de la collaboration. Hein. Alors lui est journaliste, pacifiste convaincu au début, qui mène une campagne pour une véritable réconciliation avec l'ennemi d'avant, l'Allemand. Et d'ailleurs, un de ses meilleurs amis est lui aussi pacifiste convaincu, de l'autre côté de la frontière, donc un Allemand. Alors, rapidement, dans le film, va arriver la guerre, et Lucher devra faire un choix. Lui, il fera celui de collaborer avec l'ennemi, persuadé qu'en tout cas, on nous le montre comme ça, que c'est la meilleure solution. Bon, elle, sa fille, est une jeune actrice de cinéma qui fera quelques films dont on nous parle, Prison sans barreaux, qui a été un de ses films les plus connus. Lucher est interprété par Jean Dujardin, et c'est Xavier Giannoli qui, après une adaptation que j'avais trouvée assez réussie des Illusions perdues il y a 3 ans, c'est lui qui réalise ce film Fleuve. Alors, je l'indiquais en débutant mon propos, c'est que le film est étiré, j'emploie bien le mot étiré, sur plus de 3 heures, ce qui pour moi est le principal handicap de ce film, parce que sur 3 heures, on aurait... 3h30 même, je crois. 3h15, oui, je crois exactement. Ça dépend, et on compte aussi les génériques, et les génériques sont des fois très longs, ils durent au moins 5 minutes. Et je trouve qu'on aurait pu au moins en enlever 1 heure, parce que Xavier Giannoli, il donne vraiment cette impression de se complaire à filmer toutes les scènes de beuverie, de stupre, enfin disons même là, d'orgie. C'est déjà ce que j'avais remarqué dans Illusions perdues, mais c'était moins prégnant que là. Et là, en plus, ce que je trouve toujours un peu gênant, c'est qu'il y a une sorte d'esthétisation de ces scènes, et moi, ça me gêne beaucoup. Alors, de la même façon, je veux dire qu'il y a des scènes qui ne sont pas épargnées, toutes celles qui sont liées à la tuberculose, et là, les crachats sanglants, les quintes de tout à plus en finir, sûr que l'ellipse, c'est pas ce qui caractérise le plus le réalisateur. On nous épargne rien. Typiquement, à la fin, et on sait que ça va se terminer comme ça, il se fait fusiller, et là je divulgage pas, on sait comment ça s'est terminé pour lui, eh bien on nous inflige l'exécution, donc on le voit recevoir en noir et blanc, mais on le voit s'effondrer. Était-ce utile? D'autres réalisateurs auraient peut-être montré simplement les fusils en joue et auraient évité de nous montrer cette scène. Bon, c'est un point de vue. Et pour moi, alors le second point qui est quand même le plus important, c'est cette volonté de nous décrire Lucher, quelqu'un de
il n'est pas si mauvais que ça, quoi. On a une sorte d'impression de justification plutôt qu'une présentation que j'aurais pu espérer un peu plus objective des faits. Ça nous amène involontairement à une forme d'empathie envers le personnage. Et c'est, selon moi, le choix de la réalisation. D'ailleurs, il a choisi un titre, qui est un titre de poème, Les rayons et les ombres, vraiment pour nous signifier que derrière chaque être humain, il y a la place, je vais faire simple, pour le bien et le mal, le côté gris, le côté blanc et le côté noir. Et en plus, choisir Jean Dujardin n'est pas anodin, impossible de voir chez lui que de la noirceur, parce qu'il est assez intelligent aussi, cet acteur, c'est un très bon acteur, il arrive à communiquer certaines choses, donc et communiquer un peu justement ce fait qu'il ne soit pas un pourri extrême, alors que on peut nous montrer, par exemple, il y a une scène où il y a un éditorialiste, et c'est vrai, qui a écrit un texte horrible contre les juifs. Là, pour ce personnage, il n'y a aucune ambiguïté, c'est un salaud, c'est un fumier. Là, c'est clair. Alors, je le répète, et puis il y a cette scène finale aussi un peu maladroite qui se situe dans les années 3 ou 4 ans après, où on retrouve le réalisateur qui était parti en Ukraine pour de bonnes raisons, puisque toute sa famille, malheureusement, partira vers les camps. Donc on voit ce réalisateur qui avait fait tourner la jeune actrice, on le voit revenir et poser cette question à la jeune fille qui dit « Mais moi, j'ai rien fait, j'ai rien vu, je savais rien ». Et il lui dit « Est-ce que tu as cherché à savoir ?» Voilà, donc là, il y a ce côté pour nous indiquer, pour bien nous indiquer qu'il y a vraiment ces rayons et ces ombres et que l'on peut pas mettre ce personnage directement du mauvais côté. Donc finalement, pour moi, les rayons et les ombres, ça m'a laissé une drôle d'impression, un film certes ambitieux, je pense sincèrement du réalisateur qui, pour lui, il est sincère, mais alourdi, redondant, surtout complaisant, et qui, à force de vouloir mêler lumière et obscurité, finit parfois par n'éclairer ni l'un ni l'autre. Tu l'as pas vu, je pense pas. Non, mais j'irai sans doute malgré les réserves que tu as émises. Alors, par curiosité quand même, j'ai essayé de pointer les fictions de cinéma qui avaient comme thème central la collaboration. Et je suis finalement revenu à ces bredouilles, Louis Malle avait mis les pieds dans le plat, en 74, qui avait d'ailleurs suscité des polémiques. Un an après, Costa Gavras, avec Section spéciale, a mis en scène les tribunaux d'exception de Vichy. Alors, c'est pas le propos essentiel du dernier métro de Truffaut, mais comme dans Des rayons et des ombres, la compromission de certains artistes avec le pouvoir allemand y était abordée aussi en passant. Bref, même si on trouve des personnages de collabo dans plusieurs fictions historiques, sur la Résistance par exemple, ça reste une sorte de non-dit quand même dans la filmographie hexagonale, et Xavier Giannoli semble un peu y remédier. Alors je verrai de mon côté si c'est réussi. En tout cas, vu le nombre d'entrées, bon démarrage au box-office de ces rayons et ombres, malgré la longueur du film, qui peut être considéré comme un handicap. Tu as oublié de parler de Papy fait de la résistance, où on a quand même il y a des personnages, voilà, mais c'est pas le sujet central des films. Non, mais... voilà, ça c'était donc pour Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli. Ceux qui comptent quoi ? Ah voilà. Alors, s'il faut choisir une case pour ce long métrage à l'affiche depuis quelques jours, ce serait comédie dramatique à résonance sociale. Alors, comédie dramatique, voilà une qualification bateau, souvent utilisée pour répertorier les films. Et pourquoi on dirait pas drame comique après tout, Mais le premier intitulé insiste sur l'humour, plus attractif, alors que le second mettrait davantage en avant le côté tragédie, qui est moins vendeur peut-être. Alors, 2 acceptions pour le titre du film, pas mal trouvé. Ceux qui comptent, ce sont les gens dans la dèche financière, ceux qui comptent leurs sous, mais ce sont aussi les personnes indispensables, ceux sur qui on peut compter dans la vie, en somme. Alors, l'histoire s'ouvre sur la rencontre improbable et très drôle entre 2 personnages, déclassés socialement, financièrement. On a Rose, mère de famille qui élève seule ses 3 enfants dans un hôtel désaffecté qu'elle squatte, et Jean,
un homme solitaire habitant dans une camionnette sur un terrain vague. Hein. Alors chacun vivant leur déclassement de manière très différente, hein. L'une dynamique et exubérante, en marche envers et contre tout, et l'autre ermite asociale, taciturne, qui veut qu'on lui fiche la paix. Alors on va suivre l'évolution de la relation qui va se nouer entre ces deux marginaux carpe et lapin. L'aspect comédie l'emporte au début, mais petit à petit l'émotion va s'immiscer à mesure qu'on en saura un peu plus sur chacun des protagonistes. D'ailleurs, le scénario n'en révèle pas trop, c'est même une de ses forces. On aura par petites touches des indices de leur parcours passé respectifs et leurs blessures, mais sans trop d'insistance, ce qui préserve une partie de mystère bienvenue à chacun. En tête d'affiche du casting, le duo inédit Sandrine Kiberlin et Pierre Lottin. L'alchimie entre les deux interprètes principaux paraît assez évidente, ce qui donne de la crédibilité à la complicité a priori étonnante qui va lier leurs personnages. Kiberlin, lumineuse, nous fait presque du Sarah Bernard, j'allais dire, avec aussi des moments d'émotion touchants. Bon, on connaît la palette de jeux éclectique de cette talentueuse actrice, dont elle donne la mesure ici. Pierre Lottin, alors acteur qui monte, récemment césarisé, on le retrouve ici dans un rôle où on l'a déjà vu plusieurs fois de prolo, taiseux. Il est très bien, comme d'habitude, et dans un registre peut-être plus sobre que d'habitude. Du coup, il gagne un peu en épaisseur dramatique. On sent la violence contenue de son personnage, violence qui éclate d'ailleurs à certains moments. On le retrouvera très bientôt dans le prochain Toledano Nakash, ce Pierre Lottin, avec d'ailleurs comme partenaire de jeu le même jeune acteur qui fait l'ado rebelle dans Ce qui compte. Son nom, et je crois qu'il va percer celui-là, le jeune s'appelle Alexis Rosenstiel. Il s'agit du 3e long métrage du réalisateur et scénariste Jean-Baptiste Leonetti, que je ne connaissais pas. Cinéaste issu du monde de la publicité, au parcours bien mystérieux, dont j'ai essayé d'éclaircir les mystères lors d'une avant-première où il présentait son film, mais il a un peu éludé la question. Premier long-métrage en 2011 qui s'appelait Carré Blanc, sans grand succès public mais remarqué, qui lui a ouvert les portes puisqu'il a réalisé son second, hors de portée, aux États-Unis en 2015, avec quand même Michael Douglas au casting. Mais curieusement, film pas sorti en France. Deux films difficiles à voir en salle, mais j'ai été curieux de jeter un œil à leur bande-annonce et surpris du côté sombre des deux. L'un de la science-fiction dystopique évoquant crûment des tortures physiques et psychologiques, et l'autre semblant être un survival movie violent dans le désert américain. Alors, registre bien différent de ce qu'on voit dans Ce qui compte, fable humaniste plutôt tendre, célébrant la solidarité. Il n'avait pas tourné de film depuis une dizaine d'années. Alors sa mise en scène n'a rien d'ébouriffant, elle est assez classique, disons, sans fioriture. Question scénario, on peut déplorer quelques développements du récit un peu maladroits ou pas très crédibles, mais d'un autre côté, j'ai trouvé assez subtil qu'on n'ait pas affaire à ce qui pourrait être attendu, c'est-à-dire une comédie romantique classique. On nous montre finalement une amitié, une tendresse masculine-féminine sans référence à un développement sentimental, peut-être présent, mais juste subtilement suggéré. Alors, Ce qui compte est le premier bébé cinématographique d'une jeune productrice de la région Aquitaine qui s'appelle Camille Lorillon, et ma foi, il se porte plutôt bien et je lui souhaite tout le succès qu'il mérite. On va d'ailleurs écouter tout de suite, je crois, le morceau qu'on entend sur le générique de début du film. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper.
'cause that's about all they had to eat. They did all right. Now down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie, poke salad Annie. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. A mean, vicious woman. Every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad and carry it home in a tow sack. Poke salad Annie, the gators got your granny. Chomp, chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. A Richard spiteful, straight razor tote moment. Lord, I must pick my mess up. Her daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. All her brothers were fit for was stealing watermelons out of my truck patch. Poke salad Annie, the gators got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was working on a chain gang. Sock a little poke salad to me. You know I need me a mess of it. Ooh, good God. Got to have me. Ate her up. Le rocker et bluesman américain Tony Joe White, avec un succès de 69, Poke Salad Annie, entendu sur le générique de début de Ce qui compte, dont je viens de parler. Il te reste un film, Patrick? Ah oui, d'accord. Ce curieux film. Oui, un film pas si évident que ça. On retrouve un ginkgo centenaire, massif, presque animal, depuis plus d'un siècle, dans le jardin botanique de l'université allemande de Marburg, il observe les scientifiques. La réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi en fait le personnage à part entière, je veux dire, témoin discret qui écoute, silent friend, donc l'ami silencieux. C'est le nom du film. C'est le nom du film, je le dis. Donc cette mémoire végétale autour de laquelle elle va construire 3 récits, 3 époques. La première, 1908, où on retrouve Grete, première étudiante plus tolérée qu'admise dans cette université. Elle s'intéresse à la photographie, exercice qui là aussi était réservé aux hommes. Et là, Ildikó Enyedi filme en noir et blanc, comme si la couleur encore impossible serait, elle, accordée plus tard. Très, très intéressant cet usage du noir et blanc. On passe après aux années 70. Là, les couleurs sont là, mais délavées. Et on a Hans, un timide étudiant qui va hériter du soin d'un géranium d'une jeune femme dont il est secrètement amoureux. Et à mesure que Hans comprend la fragilité de ce géranium, il découvre aussi, au travers de ça, sa propre sensibilité. En fait, il est en train de, comme cette fleur, de s'éveiller à l'amour. Il s'intéresse à l'amour, aux plantes, avec lenteur, maladresse, forme de grâce. Et puis le ginkgo, il est là. Et lui, il continue de veiller. Et puis on arrive en 2021.
Le monde est confiné. On a Tony, neuroscientifique hongkongais, qui se retrouve isolé dans l'université allemande complètement désertée, et il va rencontrer le Ginkgo. Comme on pourrait rencontrer Yoda dans une guerre des étoiles. C'est une sorte de maître ancien. Et il va lui poser des électrodes. Il va tenter de capter un signal, une pulsation, un murmure végétal. Mais c'est plus seulement de la science, c'est une tentative de dialogue. Et là, c'est Tony Leung, vous savez, souvenez-vous dans In the Mood for Love. Et là, la réalisatrice va explorer la solitude contemporaine, les visages filtrés par les écrans, les conversations fragmentées. Puis face à ce vacarme numérique, l'arbre devient point fixe, une respiration. Aussi dans le film, on voit que la réalisatrice filme les plantes comme des systèmes complexes, même peut-être comme des êtres sensibles. Les gros plans de germination avec ces couleurs magnifiques, les textures captées, un peu comme des paysages lunaires. Silent Friend, ça je vous le dis, n'est pas un récit classique. Le film se déploie avec lenteur, même parfois avec, on pourrait le dire, austérité, mais il finit par nous saisir, nous spectateurs, doucement, profondément, irréversiblement. C'est une sorte de méditation, une sorte de dérive. Avec Silent Friend, il nous restera l'image d'un Ginkgo qui veille sur 3 destins humains, un arbre qui ne bouge pas, mais c'est autour de lui que tout change. Les corps, les idées, les mondes. C'est pour moi un film rare, puissant, en dehors du vacarme contemporain. Et ces 3 histoires humaines nous rappellent que souvent, les histoires les plus fortes, sont celles qu'on raconte sans un mot, sans un bruit. Silent Friend. Oui, objet curieux, atypique, car hybride, mêlant déjà 3 époques, noir et blanc et couleur, et mêlant aussi plusieurs thématiques. On peut le situer entre le documentaire scientifique, le film est truffé d'expériences et d'imagerie scientifique, récit historique, ode à la nature, au végétal en particulier. Et le tout d'une grande beauté formelle, d'où il ressort quelque chose, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais de très poétique ou de très philosophique. Silent Friend explore entre autres la possibilité que les plantes puissent interagir avec l'environnement plus qu'on ne l'imagine. Et c'est montré de matière sérieuse, intrigante et drôle à la fois. Ce géranium, c'est grandiose. Alors pour son premier film européen, en effet c'est curieux et réjouissant de retrouver en neuroscientifique la star hongkongaise Tony Leung. Il avait reçu le prix d'interprétation à Cannes en 2000 dans le film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love. Alors je connais ni d'Ève ni d'Adam, la réalisatrice hongroise coupable de cet objet filmique expérimental qui fonctionne. Il sera en salle le 1er avril. C'est l'avantage d'aller dans des festivals où on peut voir comme ça. Celui-ci, on l'avait vu, je m'en souviens, c'était à Sarlat au mois de novembre, et on y avait un peu par hasard, parce que on ne connaissait rien du pitch, on ne connaissait rien de la réalisatrice, et c'est vrai que ça a été pour l'un comme l'autre une sorte d'enchantement, un film un peu heureusement des films inclassable. Ça c'est bien quand un film on peut être qualifié d'inclassable. Alors pour terminer, tu as aussi un film, tu vas nous parler alors de qu'est-ce qui se passe derrière ces palmiers? Derrière les palmiers qui sort aussi le 1er avril, je crois. Alors oui, qu'est-ce qui se cache derrière les palmiers de Tanger, sous le soleil méditerranéen? Liaison secrète, non-dit, classe sociale marquée, étanche et drame. On a affaire ici à une tragédie annoncée, dès le carton qui ouvre le film, avec une citation qui laisse deviner qu'il n'y aura sans doute pas de happy end au récit auquel on va assister. À Tanger, donc ville cosmopolite, le jeune Mehdi travaille à retaper des maisons dans l'entreprise de BTP de son père, tout en se rêvant architecte. Alors sa relation cachée platonique, un peu trop platonique même à son goût, avec Selma, qui réprime ses propres désirs, va se trouver bouleversé lorsqu'il rencontre Marie, une riche Française moins farouche, dont les parents ont acheté une luxueuse villa dans la Casbah, villa dont il a la charge de restaurer.
On va suivre le destin de ce jeune homme écartelé entre ces deux femmes si différentes et l'évolution des relations de plus en plus tendues entre ces trois personnages sous le regard réprobateur, voire inquisiteur de leur famille. Tension croissante de l'intrigue avec un côté thriller très bien rendu. Danger à Tanger aurait pu être le titre de film, mais ça ferait penser plutôt à un mauvais film. À travers cette histoire sont abordés des thèmes intimes et ou éminemment politiques, par exemple celui du tabou de la sexualité des jeunes dans la société marocaine, ou du choix de vie face à celui imposé par la famille, avec en arrière-fond la présence pesante de ressortissants français ou occidentaux en général, au comportement néocolonial, menant la vie dorée d'expatriés peu soucieux des problèmes de la population locale. Alors, aperçu dans le bureau des légendes, le jeune acteur Driss Ramdi est très bien en fiévreux Mehdi qui file droit vers la tragédie. C'est peut-être là qu'il a rencontré dans le bureau des légendes Sarah Giraudot, puisque Sarah Giraudot était dans le bureau des légendes aussi. Elle est toujours étonnante, ici en femme-enfant, et elle est parfaite en riche fille oisive, complètement dépendante de ses parents à 40 ans. Carole Bouquet, pas vue depuis un moment sur le grand écran, épatante en bourgeoise, imbue de son pouvoir financier. Sorti en salle le 1er avril de ce second long-métrage passionnant d'une jeune réalisatrice franco-marocaine. Elle s'appelle Meriem Benbarek, après Sophia en 2018, remarquée dans plusieurs festivals, par exemple à Cannes où elle a reçu un prix pour son scénario avec ce film. Film qui traitait déjà des problèmes de la jeunesse marocaine contemporaine, en particulier de ceux des femmes sous la double chape de plomb des traditions et de l'argent. Elle a indiqué que le récit de Derrière les palmiers avait une teneur autobiographique, car en partie inspiré de ses expériences amoureuses. Alors moi je lui ai demandé si son film serait distribué au Maroc, parce que quand même il parle sans tabou de frustration sexuelle des jeunes, il évoque au passage la prostitution, avec un personnage visiblement gigolo, plus avortement clandestin, plus scène de sexe avec nudité, masculine en particulier, et accaparement de biens immobiliers de la ville par les riches étrangers. C'est peut-être un peu beaucoup pour les autorités chargées là-bas de la censure cinématographique. Elle m'a répondu que des pourparlers étaient en cours avec des demandes de suppression de certaines scènes. Derrière les palmiers a reçu un prix, celui des lycéens mérités aux récentes rencontres cinématographiques d'Avignon, où une dizaine de films internationaux était en compétition. Wandering in the darkness, neath the moonlight, still in harvest, shining down. Searching for shelter somewhere far from broken ground. We don't know what's coming or what lies beyond the bend, holding to each other while we can, till waking life. Whispers gently while the roaring of the engine shakes our hearts. Deep despair in silence, praying fate won't ever find us apart.
Quelle Alors, voix, ouais, quelle ouais, voix. une chanteuse guatémaltèque qui a pour nom Gaby Moreno. Gaby. Since Till Walking Night, entendu dans la bande-son, il me semble en générique de fin, mais j'en suis pas sûr, de l'ovni philosophico-poético-botanique Silent Friend qui nous a enchantés. Patrick, on a dit tout le bien qu'il en pensait plus avant. Nous voilà déjà là. Voilà, les murs sont secs, on passe une deuxième couche. Ouais. Alors moi, dans les films que j'ai bien aimés et qui sont toujours à l'affiche, autrement on vous en parlerai pas, il y a ce film Ce qu'il reste de nous, sur 3 générations, film qui nous vient et qui nous parle de ce qui peut se passer côté palestinien, film très fort. À voir après Palestine 36, c'est la suite. En fait. Oui. Et alors une comédie qu'on a trouvé assez savoureuse l'un comme l'autre, avec Laurent Lafitte qui joue 2 rôles, avec ou sans perruque, avec ou sans cheveux. Le film c'est un autre moi-même, c'est Alter Ego. Je parle du film, je parle pas de moi. Et puis aussi un film mais que je n'ai pas beaucoup vu sur les écrans bordelais ou de la région. Film La Gifle, film allemand, que moi j'avais trouvé assez fort. Hervé, un peu plus mitigé sur le film. Je l'ai vu depuis bon pitch, disons, mais rendu un peu plat, j'ai trouvé. Peut-être. Moi, je retiens La Danse des renards, qui est peut-être encore un peu à l'affiche, ou alors on nous parle de la carrière contrastée d'un jeune boxeur. Très bien, même si on n'aime pas la boxe. Pillion, comédie romantique, queer, sadomasochiste, pour les plus de 16 ans. Fortement conseillé. Merde, je vais pas pouvoir y aller. Ah, bah oui. Planète. Également animation mi-scientifique, mi-poétique, avec un côté d'ailleurs Silent Friend dont on a parlé tout à l'heure, sans parole celui-là, mais pas sans message, pour 7 à 107 ans. Il y a encore aussi un peu à l'affiche, donc je les conseille vivement, 2 très beaux documentaires, Soulèvement, qui donne la parole à des militants du mouvement Les Soulèvements de la Terre, et 2 + 2 = 5, George Orwell et ses écrits visionnaires, illustrés par des archives sur les pouvoirs totalitaires des 100 dernières années. C'était la deuxième couche, maintenant on sort la lorgnette. Ouais, quand tu regardes au loin, que vois-tu ? Je vois l'ultime héritier, qui a l'air d'être un jeu de massacre anglais, inspiré, je crois, sans doute du classique Noblesse oblige. Avec Alec Guinness. Ouais, qui a l'air assez réjouissant. Un jour avec mon père, je voulais y aller là, mais j'ai pas eu le temps. Oui, il arrive pas à voir plus de 3 films par jour. Ça, c'est un problème. Là, un jour avec mon père, c'est une journée d'un père et de ses 2 jeunes enfants à Lagos, capitale nigériane en pleine tempête politique. Et c'était, comme c'est ça qui fait envie, la Caméra d'Or Cannes 2025. Alors de mon côté, des films qui me tentent, il y a La Couleuvre Noire, Plus fort que le diable, et puis Les Filles du Soleil. Je crois que Plus fort que le diable, c'est une comédie qui a l'air bien trash. Tout ce que tu aimes, Patrick. Je pense que ça va te plaire. Alors pour La Couleur Noire, vous pouvez retrouver un la avis... La couleuvre. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? La couleur, non ? Je sais pas. Oui, je sais pas. La couleuvre, en tout cas, la couleuvre. Ouais. Le serpent, là. Et bien, vous pouvez trouver une critique dans une gazette très intéressante qui s'appelle La Gazette des cinéphiles, que vous pouvez trouver facilement sur le web. Elle est en ligne, mais je l'ai sous les yeux. Elle est belle, c'est un petit magazine. Elle est d'autant plus intéressante que tu y écris dedans. Et où j'y commets 2 articles dans cette revue. Qui sort alors moi je voulais dire sur Yellow Letters, qui sort le 1er avril, drame politique turc, Ours d'or à la dernière Berlinale, et celui-là j'ai vu la présentation, il fait vraiment envie. J'ai oublié de parler aussi, qui me donne envie, c'est Plus fort que moi,
Ah oui, c'est vrai, c'est oui, vrai. Plus fort que moi, ce qui est dans le titre original, c'est Je le jure, je crois. Hein. I swear, ouais. Qui est sur quelqu'un qui souffre d'un syndrome qui est très particulier, le syndrome de Gilles de la Tourette. Et là, je ne m'aventurerai pas à essayer de l'imiter parce que il y a de jeunes oreilles qui peuvent parfois nous écouter. Histoire vraie, là aussi, Oui. j'ai lu. Hein. Ouais, Oui, ça- et on retrouve des acteurs qu'on en a vu déjà dans beaucoup de films britanniques. Bon, il Des sera acteurs sans comme- doute dans le prochain movie, ce plus fort que moi. On parle des festivals maintenant ou on fait de la musique? On parle des festivals. Oui, parle-nous, puisque tu étais en Avignon. Ah oui. Alors donc un mot sur ce rassemblement récent d'Avignon qui s'intitule les Rencontres du Sud, hein, présentant une vingtaine d'avant-premières de longs métrages accompagnés par les équipes des films. Pour l'essentiel, rassemblement destiné aux professionnels, presse, distributeurs, exploitants, avec seulement quelques séances publiques. Hein. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la piètre représentation des films français de qualité dans le lot. Disons que les sélections étrangères étaient plutôt pointues, art et essai, et il y avait pas mal de films français qui étaient plutôt grosses comédies. Bon, alors c'est un film afghan qui a récolté le prix du jury de la compétition, présidé par le directeur du cinéma Jean Eustache de Pessac, François Aimé, et un film marocain pour le prix des lycéens. Le premier s'intitule No Good Men, magnifique portrait d'une caméraman à la télé de Kaboul lors du retour des talibans au pouvoir en 2021. On en parlera forcément le moment voulu, j'ai pas encore la date de sortie. Et le second, c'est Derrière les palmiers, une tragédie à Tanger qui sort dans quelques jours et dont j'ai parlé plus tôt. 3 pépites supplémentaires dans la programmation, un japonais avec Vicky Krebs, médecin dans un hôpital pour enfants en attente de greffe, ça s'appelle L'illusion de Yakushima, et le nouveau Gus Van Sant, qui arrive très bientôt sur nos écrans, qui s'appelle La corde au cou, mise en fiction d'un fait divers réel, la prise d'otage en 77 d'un responsable d'une société de crédit immobilier. Et le meilleur français du lot, une comédie hilarante, montrant les coulisses d'une catastrophique première de Macbeth, avec tout un tas de pensionnaires de la comédie française comme acteurs. Hein. Ça s'appelle justement De la comédie française, sorti fin juillet, c'est-à-dire pas forcément au bon moment, dommage. Dans la région Aquitaine, 2 rendez-vous à signaler début avril. À Bordeaux, 21e édition de Cinémarge, festival de longs et courts métrages LGBTQ+, proposant le regard récent de cinéastes des 5 continents sur cette thématique à travers une trentaine de films, hein, plus table ronde, débats, conférences et fiesta forcément. Hein. C'est dans différents lieux de Bordeaux, mais essentiellement au cinéma Utopia, du 1er au 8 avril. En même temps, mais plus à la campagne, hein, le 16e festival Entre deux films au cinéma Max Linder de Créon, sympathique bourgade de l'Entre-deux-Mers, du 1er au 4 avril. Thématique cette année, Vent d'Est, avec une quinzaine de films venant d'Europe de l'Est, hein, parmi lesquels certains évoqués précédemment en bien dans Movies, comme Deux procureurs, Radio Métronome ou Ce Nouvel An qui n'est jamais arrivé, plus des inédits, plus rencontres, expos, concerts. Je vous lis quand même un extrait de l'édito des organisateurs présentant le festival. Hein. Nous souhaitons démontrer que la culture cinématographique n'est pas un refuge hors du monde, mais un espace où l'on apprend à regarder autrement, un outil de lucidité, et que les salles de proximité restent des points d'appui précieux pour échanger, transmettre et résister. Je n'ai rien à rajouter, à part « Résistons camarades », entre 2 films à Créon du 1er au 4 avril. Enfin, aux mêmes dates encore, si on quitte le sud-ouest pour se déplacer vers l'est de la France, on pourra frémir et être happé dans des histoires à suspense à Reims Polar, Festival international du film policier, 6e édition. C'était à Cognac, hein, je crois, avant. Hein. Maintenant, c'est Reims. Alors, il propose une cartographie mondiale du film noir contemporain, avec aussi des rétrospectives. Invité d'honneur, et bien justement, Gus Van Sant, pour un hommage à sa carrière, venant présenter son thriller politico-social La corde au cou, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qu'on chroniquera la prochaine fois. Également au programme, une rétrospective Serial Killer, en tout
dans les différentes sections une 60aine de longs métrages. Reims Polar, c'est du 31 mars au 5 avril. Et ça fait envie quand même, hein. Une prochaine fois peut-être, Patrick, mais c'est au bout du monde pour nous quand même. Bien, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission, hein, Ouais. puisque j'entends au loin le générique qui arrive. Alors, vous savez que vous pouvez nous retrouver un petit peu partout, bien sûr sur notre site l'instantciné.fr et puis sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, Apple Music, vraiment partout. Voilà. Voilà, à bientôt. Allez dans les salles de cinéma, même si le soleil pointe, on est bien au cinéma.